Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo un petit peu spéciale par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Maître Gadi Halimi, qui est avocat et expert comptable en Israël. Donc bienvenue sur la chaîne Dre Dre pour ceux qui ne connaissent pas. Gadi, je vais te laisser te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Qui es-tu? Que fais-tu? Et pourquoi c'est important que tu sois là aujourd'hui avec nous? Merci beaucoup pour votre invitation. Je travaille étroitement avec votre bureau et moi je suis expert comptable et avocat. J'ai 54 ans avec un gosse formidable qui s'appelle Ido. Je suis associé dans une tax boutique, ce qu'on appelle un bureau qui se spécialise sur toutes les sortes d'impositions, toutes les sortes de solutions fiscales. Moi et tous mes autres associés, les personnes qui sont dans mon bureau, ont été pendant très longtemps dans le fisc israélien, aux autorités fiscales israéliennes. Moi, j'étais à l'unité internationale du fisc israélien pendant plusieurs années. L'unité de fiscalité internationale? L'unité de fiscalité internationale qui a été établie en 2003 et j'étais un des fondateurs de cette unité. J'étais là-bas jusqu'en 2006. J'étais en total 12 années au fisc israélien. Et depuis, je suis ici dans mon bureau. Je me spécialise sur les structures internationales, sur les rectifications internationales, sur toute l'imposition internationale, et le bureau sur l'imposition totale. Parfait. Bah, écoute, on est ravis. Tu as été très, très modeste dans la manière de te présenter, mais je le dis quand même pour les auditeurs. Gadi Halimi, c'est une référence en Israël dans tout ce qui est fiscal. Il donne des conférences à l'ordre des experts comptables, à l'ordre des avocats. Et c'est une voix qui est très écoutée et très respectée, à la fois parmi les confrères, mais aussi vis-à-vis de des autorités fiscales internationales. Donc, c'est un honneur pour nous. Et puis, effectivement, je partage et je confirme, on travaille très souvent ensemble pour des dossiers de régularisation, des dossiers d'optimisation fiscale. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire intervenir aujourd'hui Gadi, de faire ce webinaire ensemble. Alors, Eliaou, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Noël Gilui Ratzon, ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle divulgation volontaire. C'est sur un an. C'est pour tous ceux qui n'ont pas déclaré qu'il faut remettre à jour leur imposition en Israël. Donc, on sait que les autorités fiscales manquent d'argent avec la guerre, hein, malheureusement. Donc, ils nous laissent une perspective, une possibilité d'aider certains contribuables qui n'auraient pas déclaré ce qu'il faut pendant leur vie, de remettre tout ça un petit peu à jour. Donc, on va voir aujourd'hui ce qu'il en est et qui ça concerne, avec des cas applicatifs, etc., et avec nos avis personnels également. Super. Alors, je vais commencer par la première question pour Gadi. En deux mots, est-ce que déjà c'est la première fois que cette procédure, c'est un cadeau, hein, si on vient bien comprendre, les autorités fiscales israéliennes en temps normal, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on ferait pour déclarer en temps normal, hein, hors cette procédure, comment on fait pour déclarer à l'administration ce qu'on a oublié, avec des guillemets, de déclarer ou ce qu'on n'a peut-être pas eu envie de déclarer? Et qu'est-ce que cette procédure maintenant vient nous donner comme opportunité? Alors, premièrement, je m'excuse dès le début pour mon français qui n'est pas parfait. Mon français vient de mes parents algériens et de ma courte expérience en France. En ce qui concerne ta question, c'est pas la première fois qu'il y a une divulgation comme ça. C'est en fait la 4e fois. Mais malheureusement, à chaque fois, cette procédure s'aggrave. Ça, c'est un des mécanismes de la divulgation. À chaque fois qu'on fait cette divulgation, et c'est probablement, ou très probablement, la dernière fois que ça va être fait, ça s'aggrave. Les conditions sont aggravées. Aujourd'hui, on a encore des conditions qui sont plausibles, mais auparavant, c'était par exemple anonyme. Aujourd'hui, cette divulgation ne peut pas être anonyme. Mais depuis la dernière fois que cette divulgation a été faite en 2019, jusqu'à maintenant, on est dans un trou noir. On est dans une période où on a très difficilement la possibilité de faire une telle déclaration, un tel redressement quand il s'agit de risque pénal. On est assujetti
à la bonne volonté du fisc israélien. On peut même parfois essayer de faire des discussions anonymes, mais c'est très court et ça devient de plus en plus rare. Et je suis certain qu'après cette période d'une année où on va faire cette procédure, ça va être même impossible peut-être de continuer à faire ces divulgations. Peut-être que ça va être prolongé, mais il y a très peu de chances qu'on pourra faire des procédures qui sont différentes après cette procédure-là. Donc, juste pour résumer, en temps normal, hors procédure, ce que tu es en train de dire, c'est que depuis la dernière procédure qui était en 2019, les personnes qui voulaient corriger ou ajouter ou venir déclarer de bonne foi éventuellement des revenus qu'ils ont oublié de déclarer, et ben en fait, c'est soumis à l'approbation et à l'interprétation du contrôleur fiscal avec un risque pénal, parce qu'on se rappelle que depuis 2017, toute fraude fiscale en Israël est élevée, ce qu'on appelle au rang de Averat Makor, c'est une faute de niveau 1, si on devrait traduire ça, et donc ça peut être poursuivi en risque pénal. Donc finalement, ce genre de procédure, il vient faire quoi? Il vient complètement éliminer le risque pénal. Qu'est-ce que ça donne exactement? Le vrai cadeau, c'est que ça nous permet, pendant cette année-là, de complètement éliminer le risque pénal, en effet, sur toute une série de lois, y compris évidemment l'imposition sur les revenus, y compris évidemment aussi par exemple, la limitation de l'usage des espèces. Même si on a des espèces, même si on a reçu du chahor, on peut le régulariser, même si on a de l'argent dans la maison, même si on veut maintenant le mettre à la banque, ça va être régularisé par cette divulgation. Évidemment, si on parle du code d'impôt sur les revenus, évidemment, les taxations foncières, que ce soit les revenus sur la vente et les revenus sur les plus-values, etc. On a la possibilité de tout régulariser, zéro risque pénal si on rentre dans cette procédure. On va parler peut-être plus tard un tout petit peu des conditions sur cette procédure, mais si on rentre dans cette procédure, on a une immunité pénale, c'est comme ça qu'on dit? Immunité, c'est ça. C'est parfait. Pénale, complètement, on doit payer les impôts. On a la possibilité de faire des délibérations concernant le taux d'impôt, que ce soit à cause de notre réflexion sur les structures fiscales et sur les lois fiscales, et aussi parce que, en fin de compte, on doit payer sur les 10 années précédentes et aussi sur le niveau de capital, disons, qu'on avait fin 2014. Ça veut dire en fait que pas seulement on paye sur les 10 années précédentes, mais aussi sur ce qu'on avait en 2014. Et sur ce qu'on avait en 2014, ça peut être 0%, ça peut être 5%, ça peut être 10% sur le capital. Et là, si on fait une vraie discussion avec le fisc israélien, on peut arriver à des arrangements qui sont très favorables, évidemment, aux contribuables. Ok, donc pour démarrer, pour rentrer dans le vif du sujet, on a compris c'est quoi, on a compris à quoi ça sert. Maintenant, ça concerne qui? Qui a aujourd'hui un intérêt? Nous, on n'est pas là pour faire peur, on n'est pas là, on n'est pas une chaîne, on n'a jamais voulu terroriser nos auditeurs, c'est pas notre objectif. Nous, on est là pour véhiculer un message d'information. Et si cette information vous intéresse, eh ben, vous avez notre numéro, vous pouvez nous appeler. C'est un peu notre état d'esprit. Donc, on n'est pas là pour faire peur, mais aujourd'hui, une personne qui a oublié de déclarer des revenus d'un appartement, une personne qui était au Lechadash, qui pense qu'il ne paye pas d'impôts pendant 10 ans, bon, il connaissait peut-être pas notre chaîne avant, mais voilà, maintenant il la connaît. Il sait qu'il doit payer des impôts. Ça concerne qui aujourd'hui? Et je vais aller même un peu plus loin, si tu permets. Est-ce qu'une personne qui a volontairement évité de payer des impôts, on ne parle pas ici d'activités illégales, on sait tous ce que ça veut dire les activités illégales, mais on parle ici d'activités légales, mais la personne a volontairement refusé de déclarer des impôts. Donc, est-ce que ces trois niveaux, aujourd'hui, ils ont un intérêt ou est-ce qu'il y a des gens qui sont éliminés d'office de cette loi? L'application doit se faire de bonne foi, mais une fois qu'on a passé cette frontière, tous les trois cas que tu as mentionnés sont valables. Évidemment, c'est très conseillé de le faire et encore une fois, je pense que c'est peut-être la dernière chose de le faire, mais même si j'ai volontairement je n'ai pas déclaré volontairement mes impôts parce que je pensais que je cours un risque pénal et je savais que je ne le fais pas volontairement, je suis complètement apte à faire l'application à cette procédure. Complètement. Et comme tu as dit, les Olim Khatashim qui pensent
qui ne devaient pas payer sur des revenus actifs, peut-être sur les salaires qu'ils ont perçus d'une société française ou une autre société étrangère. Ces choses-là sont complètement valables et cette procédure est complètement valable pour ces personnes. Revenus locatifs à l'étranger, des gens qui ont des LLC, des gens qui ont des SCI, des gens qui n'ont pas déclaré leurs revenus fonciers perçus à l'étranger, c'est évidemment complètement valable pour eux. Des gens qui ont des revenus passifs, qui ont des comptes en banque à l'étranger, qui perçoivent des revenus passifs, que ce soit des plus-values, que ce soit des dividendes et des intérêts, évidemment, ça aussi pour eux, c'est valable, que ce soit des dizaines de millions d'euros de comptes en banque, que ce soit des centaines de milliers de valeurs d'immobilier, c'est valable pour les personnes avec peu de revenus, les personnes avec beaucoup de revenus et de biens. Il y a différents parcours par rapport à la valeur des revenus, par rapport au montant des revenus et à la valeur des biens. Alors, tu me fais penser juste à une petite question. On n'en a pas parlé, mais un touriste qui aurait un bien immobilier en Israël, qui n'a pas déclaré les revenus locatifs, est-ce que cette loi, cette procédure, elle est réservée exclusivement aux Israéliens, ou bien un Français qui nous écoute, qui n'a pas déclaré ses appartements? Je rappelle à toute fin utile que les appartements loués en Israël sont imposables en Israël. C'est l'article 6 de la Convention entre la France et Israël. Donc, une personne qui aurait oublié de déclarer ses revenus à Israël, est-ce que cette procédure est ouverte aussi pour lui ou il faut être israélien? Tout à fait. C'est valable pour des étrangers ayant des revenus perçus en Israël ou des Israéliens qui ont des revenus en Israël ou ailleurs. Chers amis touristes, vous êtes prévenus. Ok, super. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. D'un point de vue technique, comment on fait pour savoir si, parce que j'ai cru voir passer que techniquement, il ne faut pas que les impôts aient d'informations au préalable sur le dossier. Léo, on en parlait la dernière fois. Donc, comment on fait techniquement pour savoir si les infos, ils ont des infos sur nous? Et du coup, voilà, comment ça se passe d'un point de vue de la procédure si on veut enclencher la procédure? Gadi? Non, Gadi, c'est pour toi, ouais. On ne peut pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de procédures qui font en sorte que l'État israélien reçoit des informations sur les comptes bancaires, surtout. Évidemment, ça s'appelle CRS. Et sur le FATCA, c'est en ce qui concerne les comptes aux États-Unis. Dans ce cas-là, si le fisc israélien, si les autorités fiscales israéliennes ont une information qui est déjà initiée, qui est déjà travaillée peut-être. Ouais. Dans ce cas-là, les autorités fiscales israéliennes peuvent ne pas accepter l'application, donc on n'aura pas d'immunité pénale. Mais il faut comprendre, qu'il y a énormément d'informations qui sont valables au fisc israélien. C'est seulement si le fisc israélien a vraiment déjà fait usage de cette information que que la demande sera niée. D'une autre part, quand on est refusé, le fisc israélien n'a pas le droit de faire utilisation de l'information qu'il a reçue dans l'application. Alors c'est vrai que l'application n'est pas anonyme. Et c'est vrai que dans l'application même, on donne beaucoup d'informations. Mais si c'est refusé à la SAF, si c'est refusé à quoi parce que le seuil du début n'est pas accepté, le fisc israélien ne fera pas usage de l'information. Ça ne sera pas confortable évidemment pour le contribuable, mais il ne fera pas usage de cette information. Donc, je pense que ça peut être que ce soit un verdict qui n'a rien à voir avec les impositions, que ce soit information bancaire et telle ou autre. Il y a un risque que ça sera refusé, mais je pense que ce risque est minime parce que, comme tu as dit au début, les autorités fiscales israéliennes ont intérêt à accepter cette demande, surtout sur la route verte, on va parler des différentes routes, ont intérêt à accepter cette demande et ils ne vont pas, à mon avis, d'après mon expérience sur les autres divulgations qui étaient faites dans le passé, ils ne cherchent pas, ils cherchent la bonne foi de la personne qui fait la demande, ils ne cherchent pas l'opportunité de refuser la demande.
D'accord. Petite question, une petite parenthèse, mais pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi c'est disponible maintenant? On est bientôt fin 2025. Dans quelques mois, tout le monde va devoir déclarer l'intégralité de ses revenus tous les ans. Je parle de Olim Khadashim qui viennent s'installer après janvier 26. Comment ça se fait que ça sort maintenant? Ça fait plus d'un an qu'on en parle. Pourquoi c'est sorti que maintenant? Vraiment en deux phrases, hein, pas besoin d'allonger, mais pourquoi ça sort maintenant? En deux phrases, moi, je parle souvent avec des personnes au fisc israélien. Ça fait déjà un an qu'ils veulent le faire. Oui. La guerre a fait un besoin imminent pour l'État israélien de recevoir des fonds. Donc, ça fait un an qu'ils le demandent. Ils avaient beaucoup de difficultés de le faire à cause de Misrad HaMishpatim. Ministère de la Justice. Le ministère de la Justice qui a fait beaucoup de problèmes pour accepter, parce qu'ils avaient promis en 2019 que c'était la dernière chance de faire une divulgation. Maintenant, il y a un grand changement de situation à cause de notre guerre, à cause de la guerre qu'on subit aujourd'hui. Et c'est ça qui a en fait persuadé le ministère de la Justice d'accepter de refaire ça. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être la dernière chance de le faire. Il y a une autre raison par rapport à ça, c'est qu'il y a eu une discussion dans l'ordre de l'expert comptable il n'y a pas si longtemps qui disait qu'en fait, le fisc israélien a dépensé plus de 100 millions de shekels dans des nouveaux développements informatiques. Donc, ils ont dit, on n'a pas dépensé cet argent pour rien. Le but étant on pourra attraper des contribuables tout seul. Enfin, le système informatique fera que, avec le système d'IF aux impôts, qui est bien connu, où il y a plein d'informations sur la personne, notamment de ce qu'il possède un peu dans le monde. Donc, ils avaient dit, pourquoi est-ce qu'on donnerait une sorte de divulgation volontaire de la personne, alors que finalement, si on attend un petit peu, on pourra l'attraper et le mettre au pénal. Voilà. Il faut prendre en compte aussi que dans les prochains, ça c'est presque, aujourd'hui, il y a plus de 150 pays, peut-être si je me souviens bien, qui font un transfert d'informations CRS, un transfert d'informations sur les comptes bancaires. Dans les 2-3 années qui vont venir, ça va être aussi sur les revenus, pas les revenus, mais sur les biens immobiliers. Je pense que dans les 5 années qui viennent, il y aura aussi une divulgation automatique entre les États, aussi sur les biens immobiliers. C'est important. Ça, c'est une information cruciale. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Hein. C'est un projet de l'OCDE et je pense que ça va se faire bien dans les prochaines années. Alors, on va repartir sur les trusts. Là, il va falloir réfléchir à 2-3 trucs. Hein. C'est très difficile d'établir un trust aujourd'hui, ou au moins de l'ouvrir un compte. On va t'appeler. Tu vas nous trouver des solutions. Il n'y a pas de problème. Si tu parles de trust, les trusts aussi, c'est important peut-être de le signaler. Oui. Il y a des gens qui ont des trusts de raisons fiscales ou pour des raisons familiales. Les trusts aussi ont droit de faire application à ces divulgations volontaires. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est une question importante. Trust, société, une société qui n'aurait pas déclaré l'intégralité de ses revenus, et un particulier. On est d'accord, c'est ouvert, pas uniquement aux particuliers, c'est ouvert à tout type de contribuable. Trust, société, particulier. Israélien ou étranger, tout à fait. Parfait, magnifique. Donc, on a vu que techniquement, pour résumer un petit peu où on en est, on a compris à quoi ça sert, on a compris plus ou moins qui ça concerne. De manière technique, donc, lorsqu'on veut initier la procédure, on va faire ce que tu appelles l'application, donc une demande initiale pour vérifier auprès de l'administration fiscale s'ils ont déjà des informations qui ne sont pas simplement des informations disponibles, c'est des informations, comme tu dis, qui sont traitées. Donc, on est passé à une étape où il y a effectivement un programme ou de travail, un plan de travail qui a été mis en place pour traiter ces informations-là. Et dans le cas où effectivement ils ont des infos qui n'ont pas été traitées ou en tout cas aucune information, ça va se passer comment? Il y a des seuils, tu m'as dit qu'il y a 2 seuils différents, il y a des seuils. Donc, d'un point de vue technique, comment ça se libère? C'est un peu comme à l'aéroport, il y a la green line et il y a la red line. Il y a la voie verte. La voie rouge et la voie verte, ok. Non, il y a la voie verte, la loi régulière, et puis il y a une voie rouge, s'il y a un seuil quelconque. Mais en gros, la voie verte, il y a une voie verte et une voie régulière. D'accord. La voie verte, c'est une voie qui a un seuil, on va en parler, qui me permet de faire des déclarations rectificatives ou alors des déclarations unilatérales, qui sont traitées peut-être ou pas par le fisc israélien. Donc, si je suis sous le seuil et je suis dans la voie verte, je peux faire ces déclarations sans rencontrer forcément
certainement pas maintenant, le petit Chouma. Le contrôleur fiscal. Ce qui veut dire que quand on déclare selon la loi verte, juste pour reformuler, c'est une procédure de déclaration, soit de rectification de déclarations qui ont déjà été déposées, soit de déclaration volontaire, comme son nom l'indique. Et là, a priori, on n'est pas censé, ou en tout cas, c'est pas certain qu'on rencontre en face une personne qui va venir contrôler ce qu'on a déclaré. On peut prendre une position, on va prévoir un peu d'exemples, mais je donne un petit peu de goût pour la suite. On peut prendre une position fiscale, agressive, moins agressive, défendable évidemment, et sur ça, déclarer selon ce que nous on pense. Et c'est pas certain, ce que tu dis, c'est que c'est pas certain qu'il va y avoir une personne en face qui viendra contrôler ce qu'on a mis à l'intérieur. Oui, ça dépend de sorte de revenus. Par exemple, si je suis au Lechadash et je ne fais pas de déclaration, et je pense maintenant que j'aurais dû faire des déclarations sur des revenus actifs, c'est pas forcément dans la voie verte. Même si c'est un seuil qui est bas, ce n'est pas forcément dans la voie verte, parce que la voie verte est valable pour des revenus d'actifs financiers, d'actifs numériques ou de loyers. Ces trois voies-là sont des voies qui sont disponibles pour la voie verte. Les autres sortes de revenus, même si le seuil de revenu est bas, ne peut pas jouir de la voie verte. Donc, tout ce qui est revenus, tu parlais tout à l'heure, salaire ou revenus commerciaux, c'est-à-dire revenus d'activité commerciale, etc. Ça, c'est pas la voie verte. Non, malheureusement, ça, c'est pas la voie verte. La voie verte est valable pour des actifs financiers qui sont plus bas que 4 millions de shekels. Oui. On regarde les 4 millions de shekels en décembre 2014, parce qu'on fait la déclaration sur le seuil en 2014 et après, on paye les revenus qui proviennent de ces actifs financiers de 2015 à 2024. Donc, 4 millions de shekels en 2014, même si aujourd'hui c'est 5-6 millions de shekels ou plus. Ou alors, on parle de revenus qui sont des revenus de loyer, que ce soit en Israël ou à l'étranger, qui ne sont pas plus que 250 000 shekels par an de revenus. Et là, on peut jouer. On peut essayer de prendre une position concernant les revenus. Il y a différentes voies, on ne va pas en parler maintenant, mais il y a différentes voies pour faire des déclarations de revenus, etc. Ou alors, quand il s'agit de revenus numériques, d'actifs numériques, il faut que ce soit, si je me souviens bien, moins de 500 000 shekels d'actifs numériques, ce qui est assez bas pour les vrais joueurs. Un bitcoin et demi à peu près. Mais sur les petits joueurs, ça peut être, voilà. Je vous rappelle que quand il s'agit de revenus sur les actifs numériques, sur les cryptos, etc., il y a beaucoup de sujets. Est-ce que c'est taxable ou est-ce que ce n'est pas taxable? Est-ce que dans les Khadash, on doit payer des impôts sur des revenus, sur des actifs numériques qu'il a détenus avant de venir, pendant qu'il était déjà à Khadash? Est-ce que c'est déjà du business? Est-ce qu'il fait ça tous les jours et donc c'est plausiblement taxable à 50%? Est-ce que c'est taxable en tant que revenu passif à 25%? Est-ce qu'on peut demander une exonération d'une façon ou d'une autre? Tout ça, c'est sur les revenus numériques. Il y a beaucoup de choses à faire, mais seulement sur un seuil qui est suffisamment bas, on peut faire la route verte. Ok. Et donc, la route verte, si je comprends bien, c'est principalement des revenus à caractère passif, non volumineux, ou en tout cas, les seuils sont relativement bas, toute proportion gardée. Voyez, financier. Ok. Et la voie qui n'est pas verte, du coup? La voie qui est régulière, c'est la voie où on fait la déclaration, ou alors c'est un seuil qui est plus haut que ce dont on a parlé, ou alors le type de revenu diffère. Et dans ce cas-là, on est obligé non seulement de faire la déclaration, mais au bout d'une courte vérification du fisc israélien, si on rentre vraiment dans le seuil de cette loi, pas le seuil de cette loi, mais dans les conditions de la divulgation, on rencontre le Kichuma, on rencontre l'inspecteur, le chef de l'administration. D'après ce que j'ai parlé avec les gens, avec le fisc, il y aura certainement une personne ou deux qui sont responsables dans chaque Kichuma, dans chaque bureau
sur cette divulgation volontaire. Donc, il aura l'expertise, et nous, on aura l'expertise de parler avec lui, ce qui est le plus important. Et là, on le rencontre et on fait vraiment une procédure de chouma régulière. On n'est pas obligé d'accepter les décisions, alors ce que le fisc israélien, ce que le bureau a décidé. Pas forcément, on n'est pas obligé d'accepter de payer. Ça peut être ce qu'on appelle chouma lefi metav shfita. Je vais peut-être le dire. C'est quand les impôts ne sont pas d'accord avec le contribuable et qu'ils essayent, eux-mêmes, ils décident de définir c'est quoi, voilà, c'est eux qui dictent c'est quoi les règles. Et en règle générale, quand on arrive à ça, c'est qu'il y a une étape d'après, c'est d'aller au tribunal. C'est d'aller à une deuxième étape auprès du même bureau et après aller au tribunal. Mais tant qu'il n'y a pas une décision définitive sur les impôts à payer, on peut encore discuter sur le montant à payer. Donc, cette voie régulière, finalement, c'est une déclaration classique avec le bureau dont dépend la personne. Je rappelle qu'en Israël, pour les auditeurs qui ne savent pas, il y a plusieurs bureaux d'administration fiscale, Jérusalem, Tel Aviv, Ranana, Natania, Ashdod. Chaque ville a plus ou moins son bureau, en tout cas les grandes villes. Dans chaque bureau, il va donc y avoir une personne qui sera dédiée à la mise en place et à l'exécution de tout ce qui est procédure de déclaration volontaire. Donc, c'est une personne qui, typiquement, va quand même être relativement spécialisée dans ce genre de déclaration. Et c'est avec cette personne-là qu'on va pouvoir maintenant discuter. Et même si on n'arrive pas à trouver une décision qui soit acceptée par tout le monde, ce n'est pas la fin du jeu. On peut encore discuter avec eux. Et tant qu'il n'y a pas une décision définitive sur le montant de l'imposition à régler, donc notamment par une voie du juridique, une voie de justice, on n'est pas obligé de payer ce montant-là, tant bien même l'administration fiscale israélienne considère que pour elle, c'est ça le montant à régler. Très intéressant. Tout à fait. Mais vous savez, on a beaucoup d'expérience avec des cas comme ça. Et en fin de compte, à moins que ce soit une décision aberrante, on n'est pas, ça veut dire en fait qu'on n'est pas soumis aux règles du bureau. On n'est pas obligé d'accepter des décisions qui sont aberrantes, qui ne sont pas plausibles. Mais en fin de compte, généralement, on arrive à un accord et c'est ça notre incentive. Ce qu'on veut en fin de compte, c'est d'arriver à un accord, ne pas prolonger la procédure parce que tant qu'on est dans cette étape-là, on peut aboutir à des décisions qui sont très favorables aux deux côtés. Et je rappelle qu'en Israël, arriver à un accord, c'est l'intérêt de tout le monde, à la fois du contribuable, mais aussi de la partie du fisc, parce que le fisc ne sait pas comment ils vont être traités d'un point de vue juridique. Et plus particulièrement, même le contrôleur fiscal a une sorte de bonus. Alors, pas vraiment de bonus sur le montant qu'il arrive à faire rentrer, mais certains objectifs à atteindre, on va dire. Donc, même eux, quand ils arrivent effectivement à avoir un accord qui est traité, du coup, ça leur donne certains points et ça leur débloque des bonus sur leur fiche de paye. Donc, évidemment que tout le monde est aligné et c'est ça qui met de l'huile dans le moteur. Donc, c'est très bien. Il faudra faire aussi attention aux pénalités et aux intérêts aussi également. Alors oui, c'était ma prochaine question. On va passer justement dans le concret parce que ça fait quand même pas mal de questions et de sujets à traiter en même temps. Est-ce qu'on a une ristourne, une promotion, un sale, un discount, appelez-le comme vous voulez. Mais est-ce que si on vient se déclarer de manière volontaire, est-ce que du coup on paye moins d'impôts que ce qu'on aurait dû payer? Est-ce qu'on en paye plus ou est-ce qu'on paye pareil? Comment ça se passe? En un mot, oui. En deux mots, pas forcément. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de juif, ça. Exactement. D'après la loi, d'après la procédure, on est assujetti à imposition complète. Ça veut dire le principal sur les impôts, ça veut dire les intérêts, 4% par an, ça veut dire des indexations, ajustements, ce qu'on appelle, ça veut dire aussi, malheureusement, des sanctions, des amendes, etc. Des pénalités. Des pénalités. Ça peut être très haut. Et puis aussi, il y a aussi la valeur des biens, disons que ce soit des biens financiers ou autres, la valeur des biens, décembre 2014. Sur ça aussi, on doit payer quelque chose. Ça, c'est une délibération entre nous, entre vous, entre nous tous et le fisc. Et là, ça peut être 0%, par exemple, si c'est un héritage. Si c'est un héritage d'un résident étranger,
ça peut être 20 ou 30% si c'est quelque chose qui est plus difficile à justifier. Donc, sur ça, on a une vraie discussion qui est Sisyphe avec le fisc israélien, et aussi sur les sanctions. Toutes sortes de sanctions, amendes, pénalités. Sur ça, on n'est pas forcément exonéré, mais ça fait partie de la délibération avec le bureau fiscal. Donc, pour reformuler, sur la partie du montant des impôts à payer et des intérêts qui s'ajoutent de manière technique, ça, on n'a pas trop de marge de négociation. Évidemment, on peut prendre des positions défendables, agressives, ce qu'on veut, mais voilà. Par contre, après va rentrer toute l'expertise et toute la finesse dans la négociation avec les impôts, à la fois sur la partie du montant initial. Hein, on s'imagine que vous n'arrivez pas à prouver d'où vient votre argent, d'où vient ce fameux portefeuille en Suisse qui existe depuis 2005. Donc, sur cette partie-là, est-ce que les impôts vont décider de taxer le montant initial et non pas uniquement les fruits qui ont été perçus au fur et à mesure des années? Et au-delà de ça, il y a aussi une négociation sur le montant des pénalités qui seront appliquées en surplus des intérêts et de l'indexation. Très intéressant. Et c'est là toute la nécessité de faire appel à un cabinet comme le tien qui, effectivement, c'est pas sa première procédure et ce sera peut-être la dernière, mais en tout cas, il y a pas mal d'expérience. Il y a l'expérience qui parle. Avec 54 ans, on part en retraite bientôt, j'en fous. Mais en gros, cette marge peut être importante et le travail initial de nous deux, de nous trois, de notre travail, c'est de présenter au client quelle est la marge, quel est le minimum d'après notre expérience, quel est le maximum d'après notre expérience. Généralement, on rentre dans le vif du sujet avec la divulgation qui n'est pas anonyme. Seulement si on comprend avec le client que le minimum et le maximum, c'est une marge qui est acceptée. Et là, on commence à faire notre travail. Magnifique. Très clair. Donc, on a parlé des cryptos. D'ailleurs, petite question, est-ce que sur les cryptos, tu penses que ça va faciliter l'acceptation des cryptos via le système bancaire israélien? Je sais que la banque et les impôts, c'est deux administrations totalement séparées. Mais est-ce que tu penses que ça va faciliter je parle des cryptos, je parle des espèces, je parle de tout ce qui techniquement a quand même moins de popularité vis-à-vis des banques. Est-ce que tu penses que si jamais on arrive à passer un accord sur l'origine des fonds ou autre, est-ce que tu penses que ça va faciliter de pouvoir mettre cet argent en banque israélienne? Oui, ça va faciliter. Il y a des procédures spéciales. S'il y a un schème, un contrat avec le fisc israélien, avec cette procédure spéciale, il y a vraiment une liste d'immunité pénale. Ça fait partie de l'immunité pénale, y compris anti-blanchiment d'argent. Et ça, c'est ce qui concerne généralement les banques. Ça, c'est d'une part. En ce qui concerne la crypto, aussi évidemment, mais il y a une procédure spéciale, on ne va pas y rentrer dans le vif du sujet, mais il y a une procédure spéciale qui a été déjà publiée il y a à peu près un an, il y a un peu moins d'un an, concernant la possibilité de payer des impôts via cryptocurrency ou alors de divulguer du cryptocurrency. C'est une procédure qui est un peu plus compliquée. On a besoin de recevoir l'acceptance de différents bureaux externes aux autorités fiscales, mais il n'y a aucun doute que la grande partie sera résolue grâce à cette procédure. Très clair. Tu penses que les personnes qui vont… Qu'est-ce que tu aurais conseillé aux personnes maintenant que c'est sorti d'être parmi les premiers, d'attendre d'être parmi les derniers? À quel moment c'est intéressant de profiter de cette ouverture? Je n'ai pas une vraie réponse sur ça, parce que être les derniers, généralement, d'après mon expérience sur les autres divulgations, c'était un désavantage, finalement, parce qu'ils étaient plus expérimentés, parce qu'ils avaient un peu plus faim, surtout aussi parce qu'ils ont différents seuils qu'ils veulent atteindre. Atteindre des objectifs, oui. Des objectifs, qu'ils veulent atteindre. Et s'ils voient qu'ils sont un peu loin de ces objectifs, alors ils poussent plus fort. On ne peut pas comment ça peut se compliquer. Et c'est pour ça que je pense que l'application doit se faire le plus rapidement possible. Je ne vois pas de différence, surtout si on est dans la route verte, sur la voie verte. Et je pense que plus tôt on le fait, il y aura plus de libéralisme concernant la policy des bureaux, je pense.
Parfait. Tu veux peut-être, avant qu'on termine sur une petite conclusion, est-ce que tu veux donner des cas pratiques, Eliaou, tu avais pensé à certains cas Justement, il y en a pas mal. On va prendre des cas un petit peu qu'on côtoie beaucoup au cabinet. C'est des gens voilà, qui terminent leurs 10 ans, on va dire à leur 13e année après leur alia, donc ils ont été exonérés pendant 10 ans. 3 ans après, ils vendent un bien à l'étranger. Souvent, ils omettent de déclarer ce bien-là. Il y a de l'imposition en Israël, pour rappel. Donc, comment est-ce qu'ils doivent procéder, Gadi, ce genre de personnes, dans le Gilou Marathon? Évidemment, même s'ils étaient exonérés probablement ou possiblement pendant ces 10 années d'exonération, à partir du moment où ils sont israéliens normaux, comme vous et moi, ils sont obligés de faire des déclarations. Si c'est une déclaration sur l'année 2024, pas de problème, on fait la déclaration. Si c'est des déclarations antérieures, 2023, 2022, 2021 ou précédemment, évidemment, le Gilou Marathon, ça fait partie des cas qu'on va traiter. Très bien. Après, il y avait un autre cas, par exemple, de quelqu'un, par exemple, à Oleh Hadash, pour rappel, dans ses 10 ans d'Alia, il est exonéré sur les revenus actifs produits hors du territoire israélien. Par contre, pour les revenus pour lesquels il travaille en Israël, il doit déclarer au fisc israélien. Donc, ces personnes-là, voilà. Pas seulement s'il le fait personnellement, aussi s'il le fait via une société étrangère qui perçoit des revenus actifs, que ce soit des factures ou que ce soit du salaire, à titre personnel ou par moyen de la société, comme j'ai dit, il n'y a pas exonération. Souvent, les Olim Khadashim prennent position. Parfois, ils se trompent parce qu'ils pensent que s'ils le perçoivent de sociétés étrangères ou des clients étrangers, c'est exonéré. Ce n'est pas forcément le cas. On peut prendre des positions sur l'allocation de revenus qui est taxable en Israël. La position du fisc israélien est assez agressive. C'est d'après le nombre de jours d'affaires. Ce n'est pas valable si on est moins de 69 jours par an, jours d'affaires à l'étranger, etc. Donc, on peut prendre des positions qui diffèrent de la position du fisc israélien, mais c'est sûr que c'est taxable. Le lendemain, le jour où on finit les 10 années d'exonération, ça sera aussi connu au fisc israélien, que ce soit des questions sur les comptes à l'étranger, que ce soit des questions sur les sociétés étrangères. Donc, même dans la période d'exonération, si on pense que la position qu'on a prise n'est pas valable ou est trop agressive, on peut faire cette procédure. C'est très valable aussi pour ces personnes-là, pour pouvoir faire une discussion et mettre de côté le risque pénal et faire une discussion sur l'imposition, sur les revenus à imposer en Israël. C'est parfait parce que très souvent, il y a le cas, admettons que quelqu'un a sa 11e ou 12e année, il s'avère, comme tu as dit tout à l'heure, que le fisc israélien maintenant est au courant de tous les revenus qu'il a dans le monde et que d'un coup, le fisc israélien dit où tu étais pendant 10 ans. Donc d'un coup, il se tape un redressement, il n'y a pas de prescription si on n'a pas déclaré. Il se prend donc un redressement sur 10 ans, c'est-à-dire j'ai déclaré en France, en Angleterre, etc. Le problème, c'est que là-bas, c'est prescrit. Donc il ne pourra jamais dire au fisc anglais ou français comme quoi modifiez-moi mes déclarations. En France, ils pourront ouvrir uniquement les années encore ouvertes. Donc 3 ans pour le fisc français, il ne faut pas oublier. Par contre, le fisc israélien voudra son imposition sur les 10 ans. Donc là, avec la divulgation volontaire, c'est possible justement de prendre certaines positions et de faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Ouais, c'est un cas très, très, très fréquent. Maintenant, rappelle-nous, c'est quoi donc la position des impôts israéliens sur les cryptos détenus par des Olim Khadashim? Tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé. Dis exactement c'est quoi leur position actuelle et premièrement, en Israël, comme partout dans le monde, comme dans la plupart des pays du monde, c'est considéré comme un bien et non pas comme une monnaie. Et donc, si je suis un particulier et je suis assujetti à imposition, normalement à 25 à 30% d'imposition, il y a une question, quelle est la place du crypto? Est-ce que la place du crypto est là où le contribuable se place? Est-ce que la place du crypto est sur l'établissement fiscal, l'établissement où le crypto a été déposé? Est-ce que ça dépend de ma résidence quand j'ai acheté cette monnaie?
il y a beaucoup de questions. Et il y a aussi la question, est-ce que ce crypto est mon business ou alors c'est détenu en tant que bien passif? Toutes ces questions-là diffèrent. Il y a aussi la question, est-ce que je paye sur FIFO ou sur LIFO? Il y a beaucoup de questions concernant le crypto. Mais ce qui est sûr, c'est que même un Olé Hadash, évidemment un Israélien qui n'est plus Olé Hadash, et assujetti à imposition, on peut prendre position. Il y a des positions qui sont plus agressives, il y a des positions qui sont moins agressives, mais on est obligé de prendre compte de tout ça. D'accord, très bien. Tu as d'autres exemples, Daniel, à donner par exemple? Non, je pense qu'on a vu pas mal d'éléments. L'exemple le plus courant et pour lequel j'aimerais savoir si oui ou non, pour vraiment donner un conseil concret, c'est la plupart des Olim Hadashim qui travaillent depuis Israël pendant leurs 10 premières années. C'est la plupart des gens qui vont nous écouter aujourd'hui, qui ont pris des positions sur l'allocation qu'on va arbitrer comme étant imposable en Israël. Est-ce que ces personnes-là, tu leur donnes un conseil d'aller réellement se dévoiler à l'administration fiscale israélienne pour obtenir, moi je pense que oui, pour obtenir une sorte d'accord, d'abord une immunité pénale parce que c'est important, et puis un accord sur lequel tout le monde est content, les impôts sont contents de faire avancer un petit peu les sujets, et puis la personne aura au moins une certitude sur parce que c'est bien, on peut prendre une position, mais si finalement la position elle n'est pas vérifiée par l'administration fiscale, on est toujours en situation de doute. Donc, ces personnes-là, est-ce que tu leur conseilles de oui, s'orienter Je ne parle même pas des personnes qui n'ont rien déclaré. Ça, pour eux, c'est évident qu'il faut prendre une position. Mais je pense que les personnes, effectivement, qui ont déclaré de manière très agressive ou qui ont minimisé le travail fourni depuis Israël, je pense qu'eux, ils ont un intérêt de profiter de cette ouverture. Et je rejoins aussi ce que tu dis sur la partie pourquoi c'est important de ne pas attendre d'être parmi les derniers. Comme tu dis, être parmi les derniers, ça veut dire qu'ils auront de plus en plus d'expérience sur les sujets ou les dossiers qui ont été acceptés ou non. Et puis, il y aura aussi une pression côté client. Plus la deadline va arriver, le 31 août va arriver, plus l'administration sera en position de force pour dire bon, ben, on se revoit dans 2 semaines si tu veux, et puis on sera pas du tout avec le même discours. Ouais, je suis d'accord. Et puis, pour ce qui concerne ces Olim Hadashim qui font les déclarations en Israël sur devenir actifs, je pense qu'il y a, pour la population, il y a ceux qui ont pris position qui est défendable, qui ont fait des déclarations. Ceux-là, je pense qu'ils ne sont pas obligés, ou alors je ne les recommande pas de faire cette procédure. Il y a des gens qui ont pris des positions complètement aberrantes, qui est trop agressive et qui ne peut pas être défendable. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire une rectification et utiliser cette procédure. Et il y a ceux qui n'ont rien déclaré et qui ont quand même passé une grande partie de leur jour en Israël. Et cela, c'est complètement recommandé d'approcher cette procédure et de prendre profit. Ouais. Parfait. Écoute, je propose qu'on en refasse une petite session dans quelques mois pour commencer à partager un peu les expériences et les premiers retours des dossiers. Les amis, si vous avez appris des choses, si vous voulez éventuellement contacter Gadi, nous contacter à nous, avec plaisir. Je vais laisser les coordonnées dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter pour faire une vérification de votre dossier. Gadi, je te remercie énormément. Merci pour ton temps, merci pour ton intervention. Eliaou, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne continuation et au plaisir de vous aider sur cette procédure. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.